Bienvenue sur Géopolitis. Vous prendrez bien un café avec du sucre ou alors une petite carafe de limonade, mais sans alcool. En tout cas, si vous avez soif de connaissances, sachez que tous ces mots, café, carafe, limonade ou alcool, tous sont des mots d'origine arabe. Ces mots, ce sont autant d'apports à l'Occident en provenance de cette brillante civilisation arabo-islamique, cette civilisation qui a transmis, inventé et magnifié tant de disciplines entre, disons, le 8e et le 13e siècle. Mais il n'y a pas que les mots, il y a les mathématiques, le calcul, nos chiffres arabes, il y a l'astronomie, la chimie, la médecine, la philosophie et la géographie. Géopolitis, qui existait peut-être déjà autour de l'an 1000, décrypte ce que l'Occident doit à l'Orient. Prenez le Coran. 750 versets, soit à peu près 1/8 du livre saint, exhortent les croyants à étudier la nature et, je cite, à faire de l'acquisition du savoir un élément de la vie de la communauté. Mahomet, le prophète Mahomet, a vécu, on le sait, de 610 à 632. Après lui, ce furent 6 siècles de réel épanouissement intellectuel, scientifique et culturel, car après de grandes conquêtes territoriales, la civilisation arabo-musulmane s'est développée dans une phase de prospérité matérielle et intellectuelle extraordinaire. Dans la région d'Andalousie, c'est lors de cette phase de prospérité que les savants de l'époque accomplirent un acte déterminant. Ils traduisirent en arabe les manuscrits scientifiques et philosophiques de toute l'Antiquité, qui étaient alors en langue grecque. Platon, Ptolémée ou Aristote. Ce fut aussi le cas à Cordoue, alors l'émirat de Cordoue, l'un des plus grands foyers de transmission à l'Occident de la pensée gréco-arabe avec un retentissement culturel qui est resté dans l'histoire. C'est à Cordoue, par exemple, lors d'une mission secrète, qu'un certain Gerbert d'Aurillac, un moine, a découvert l'origine de la numérotation de 1 à 9. C'était en l'an 999. Cordoue était alors en rivalité avec le Caire où déjà s'était créée une formidable bibliothèque, 1 600 000 volumes ou chapitres, comme on disait à l'époque, ce qui démontrait la passion de la civilisation pour le livre et pour la traduction du texte ancien. Et si l'on va vers l'Est, vers Bagdad, on apprend qu'à l'époque, des bibliothèques publiques, on en comptait alors une bonne centaine dans la ville. Bagdad, le califat de Bagdad, où les califes faisaient figure, disons, de despotes éclairés. C'était le temps des 1001 nuits. Alors, asseyez-vous sur le sofa ou dans l'alcôve, venez jouer aux échecs sur le satin du divan, rien que des mots qui nous viennent de Bagdad, du Caire ou de Samarcande. C'est l'un des principaux apports de la civilisation arabe, le papier. En 712, les Arabes conquièrent Samarcande, ville de l'actuel Ouzbékistan, en Asie centrale. C'est là que l'on va maîtriser l'art de battre le lin de manière à en faire une sorte de pâte qui progressivement va remplacer le velin et le parchemin. En 794, on installe une première manufacture de papier à Bagdad. Parallèlement, la civilisation arabe développe toute une technique d'illustration et d'enluminure. On traite d'abord des ouvrages de médecine, de zoologie et d'astrologie. Le Coran, bientôt, fera l'objet d'enluminures remarquables. La tradition veut que l'écriture soit un don de Dieu. Dès lors, recopier le Coran, c'est entrer en contact avec le divin. Au Moyen-Âge, les vrais pionniers de la recherche médicale, ce sont les Arabes. En premier lieu, ce sont eux qui ont gardé, conservé et transmis les savoirs de l'Antiquité. C'est grâce à eux que nous connaissons les enseignements d'Hippocrate. Il semble que les Arabes aient repris la théorie dite des 4 humeurs, à savoir que la maladie résulte en fait d'un déséquilibre entre la bile, le flegme, le sang et l'atrabile. La médecine consiste alors à rétablir cet équilibre par des remèdes et aussi par une alimentation appropriée. On peut citer une encyclopédie médicale de l'époque, celle dite d'Avicenne, qui répertorie près de 800 remèdes. Avicenne, qui était iranien et qui a vécu il y a exactement 1000 ans, est en fait le premier médecin qui a décrit avec autant de précision des maladies comme la méningite ou la pleurésie. Et c'est aux contemporains d'Avicenne que l'on doit la description de la circulation sanguine pulmonaire et l'opération de la cataracte. C'était déjà l'une de ses spécialités.
Jusque-là, en Europe, on utilisait les chiffres romains. Et c'est au Maghreb que l'on allait mettre au point les chiffres dont nous nous servons aujourd'hui, les chiffres arabes, de 1 à 9. Coup de génie, les mathématiciens de l'époque, qui n'avaient d'ailleurs pas ce titre, ont décidé de prendre le 0, qui était d'origine indienne, et de lui conférer le statut de nombre, ce qui n'avait rien d'évident à l'époque. Tout le calcul devenait simple, avec non seulement les chiffres, mais les positions des nombres dans un ordre défini, les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Du coup, on rendait quasi immédiate la possibilité de faire les 4 opérations de base du calcul. Un certain Al-Jazari, à ne pas confondre avec Al Jazeera, avait construit une monumentale horloge où des cercles représentaient le mouvement du zodiaque, du soleil et de la lune. L'astronomie a toujours passionné la civilisation arabe qui avait non seulement intégré mais encore développé les découvertes de grands anciens comme Ptolémée. C'est ainsi que se sont matérialisées les cartes du ciel et que se sont perfectionnés des instruments de mesure et d'observation comme l'astrolabe. Et comment oublier que ce sont ces savants arabes qui ont imaginé le plus vieil outil pédagogique de l'astronomie, le globe céleste. L'astronomie, le calcul, la médecine, le papier comme support, autant de disciplines maîtrisées par cette civilisation arabo-musulmane. Encore une information, dans le reportage, on parlait d'Avicenne, le grand médecin, qui était aussi philosophe d'ailleurs. Eh bien, renseignement pris, on s'est aperçu que son enseignement a été dispensé à la Sorbonne continuellement entre le XIe et le XVIIe siècle. Bravo. L'invité de Géopolitis, Alain Bittard, qui est l'animateur de la librairie arabe L'Olivier, ici à Genève, puis vous avez été associé aussi à l'édition arabe du Monde diplomatique. On a l'impression qu'on découvre la Lune. Tout d'un coup, là, on se rend compte de tout ce que cette civilisation nous a apporté, je dis nous, à l'Occident. Comment vous expliquez cet oubli, si j'ose dire? Je l'expliquerai par les vagues qui se suivent. Disons, on a eu, avant l'Andalousie, on a eu la Mésopotamie. Et on oublie aujourd'hui aussi qu'en Mésopotamie, Bagdad avait 1 million d'habitants à l'époque où la plus grande ville européenne en avait 50 000. Disons, les Arabes, à mon avis, n'ont pas apporté eux-mêmes, disons... Ils ont transmis, je crois. Ils ont transmis. Ouais. Disons, au moment où le nord de la Méditerranée... l'Empire romain s'est disloqué sous les attaques des barbares, etc. Les Arabes évoluaient à travers les cultures précédentes. Les Romains, la culture grecque, la byzantin, mésopotamien, hébreu, et, disons, sont arrivés en Andalousie. Et en Andalousie, je dirais, ce n'est pas forcément les Arabes tout seuls qui ont fait ça. Disons, c'était... l'ouverture, le passage entre les différentes cultures, la tolérance, si on veut, disons au niveau des idées, qui a fait. Et puis, il y a eu un repli. Il y a eu un repli. Qui était dû à quoi, ce repli? Le repli a été dû au moment où les puissances, je dirais, d'Occident, le catholicisme s'unifiait, et les Arabes se divisaient à ce moment-là, et il y a eu une sorte de d'éclatement de ces empires successifs. On sait que toute hégémonie se termine aussi tout à comme fait, ça. Hein. Tout à fait. Il y a eu l'empire, il y a eu la Grèce, il y a eu Rome. Mais je reviens à ma toute première question. On sait qu'il y a tout cet acquis. Pourquoi, de nos jours, en 2011, on fait semblant de le redécouvrir? Alors, si vous me posez la question en 2011, je vais y venir en passant par, disons, il y a eu des échanges très importants avec le monde arabe, avec l'islam, au moment où les commerçants allaient, les commerçants anglais, français, allaient à la découverte de ce monde et allaient jusqu'en Inde. Et là, il y avait des échanges et il y avait une sorte de respect. Mais je crois qu'il y a eu fondamentalement une sorte d'opposition au niveau des religions. De la même façon qu'on a connu à un moment donné des affrontements mais terriblement sanglants entre les protestants et les catholiques, disons, l'islam se retrouvait rejeté, disons, et le monde arabe aussi, et il s'est replié aussi de lui-même. On voulait quoi? Gommer le côté culturel de l'islam et garder le côté religieux pour s'en servir comme on voulait? C'est un petit peu ça votre interprétation?
Je dirais que je ne suis pas sûr qu'on ait réellement voulu le gommer. Mais ça Disons, s'est fait. les empires qui quelque part disparaissent laissent peu de traces, et ce n'est que au fur et à mesure que l'on s'y réintéresse et que l'on redécouvre cette exhume histoire. ce passé. Tout à fait. Alain Bittard, on est en 2011, au moment où il se passe tant de choses dans le monde arabe. C'est utile de revenir tout cet apport de civilisation, de culture, de science tout à fait extraordinaire. Je pense qu'il est Qui peut se servir dans un sens ou dans l'autre de cette argumentation culturelle? Je pense que tout le monde. Disons, de la même façon que les deux rives de la Méditerranée ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, de la même façon, tous les échanges culturels qui ont eu lieu, y compris à la période andalouse, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Disons, c'est qu'il y a des ouvrages qui étaient perdus en grec, qui ont été traduits en arabe, qui ont été redécouverts ensuite en latin, et qui ont permis, disons, un mouvement des apports culturels. Et de la même façon, aujourd'hui, avec la montée de la Chine, avec la montée d'autres pays, on va avoir d'autres bouleversements qui vont se passer au niveau culturel. Je ne crois pas que ce soit statique. Alors ça veut dire qu'en gros, il n'y aurait heureusement pas de choc de civilisation, mais simplement une juxtaposition, et puis chacun se complète? C'est heureux, ça, finalement. Écoutez, moi, je crois que le choc des civilisations Dieu sait qu'on en a parlé depuis 10 ans. Tout à fait, fait partie d'un certain choix politique, disons, de rapports que nous avons. Tant qu'il y a eu du commerce équitable et des échanges de type équitable, disons, on a toujours réussi à s'entendre entre les civilisations. Dès lors où les rapports commerciaux deviennent plus dominateurs, à partir de ce moment, on a tendance à oublier que l'autre a quelque chose à nous apporter. Je pense que la colonisation, par exemple, a aidé, a contribué à faire oublier l'apport des Arabes, à gommer, tout à fait. Parce que, par exemple, à l'époque... Tout d'un coup, il y avait une sorte de civilisation qui était supérieure. Non, je veux dire, à l'époque de Napoléon, Napoléon a été en Égypte, il a amené tous ses scientifiques, il a été voir ce qui se passait là-bas, il a même réussi à faire, à son arrivée, un éloge de Mahomet en disant que les Français qui venaient étaient encore plus croyants que les Mamelouks. Donc, il y avait des échanges, il y avait des intérêts, etc. Aujourd'hui, je dirais qu'on est beaucoup plus dans un processus de domination, et malheureusement, le monde arabe s'est énormément replié sur lui-même. Il a, disons, vécu toute la période ottomane. Au sortir de la période ottomane, il a été divisé au cordeau entre les Anglais et les Français. Aujourd'hui, je dirais qu'on est toujours dans le même cours de l'histoire, où on assiste à une évolution qui va amener d'autres transformations probablement très importantes. C'est ce qui a lieu aussi en ce moment, en cette année 2011. Devoir de mémoire, c'est important de se rappeler et de se redire ce que les civilisations nous ont apporté. Je pense, et il est surtout très important de ne pas imaginer qu'une civilisation peut perdurer sans l'échange et sans l'apport des autres. Merci Alain Bittard de toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes l'animateur ici à Genève de la librairie arabe L'Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup. Et si l'on parlait une minute des chrétiens d'Orient et de tout ce que ces chrétiens-là ont apporté à ces pays qui sont les leurs et depuis si longtemps, à un moment de l'histoire où les massacres et les brimades de chrétiens se multiplient en Irak, en Égypte, en Turquie et ailleurs, on entend parfois des propos du genre « ils n'ont qu'à partir ou à rentrer en Occident ». C'est une affirmation hâtive, erronée, gratuite et pour tout dire insultante. Les chrétiens d'Orient sont chez eux en Orient. Il y a des siècles qui existent et coexistent en Orient, les églises syriaques, byzantines, maronites, chaldéennes, melkites ou coptes. Et ce sont ces chrétiens qui ont apporté au monde arabe tant de plus-value en termes de vision politique, de rêve de démocratie, et c'est un fait de définition d'un monde arabe unifié. Une contribution historique souvent passée sous silence. Oublier l'apport des chrétiens d'Orient à l'Orient, c'est aussi coupable que de mésestimer ce que l'Occident doit à l'Orient. Et sur la page web, préparée par David Nicole, le forum où vous posez vos questions à notre invité, ce que l'on dit et voit sur la toile de cette culture arabo-musulmane, des éléments cartographiques, vus du passé ou comment on a jugé tout cet apport culturel, les nombreux sites internet sur ce thème, les éditions de Géopolitis à disposition.
Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.